Et nouvel épisode de ce talk ici depuis les Cannes Lions au M Gallery avec The Media Leader et mon invité, mon premier invité du jour, c'est Grégory Gazan, CEO de Snapchat France. Bonjour. Bonjour. Merci Grégory, très présent Snapchat cette année, on vous voit un peu partout au-dessus de la Malmaison. Vous avez fait un concert avec une plage un petit peu plus loin sur la Croisette. En tout cas, vous êtes très présent, vous avez dévoilé le Snap Generation Report. Quelle tendance clé tu identifies chez les usages des jeunes générations sur Snapchat, puisque on sait qu'aujourd'hui les publicitaires ils veulent atteindre la Gen Z et je crois que Snapchat c'est quand même the place to be pour ça. Hein. Ouais, le premier élément, c'est de rappeler que Snap, en fait, c'est la plateforme de la Gen Z. En France, on a 91% des 15-24 ans qui sont sur la plateforme, mais on a aussi 75% des 25-40. Donc tu touches la Gen Z, tout le monde, et les millennials. Sur ce report qu'on a publié, on voulait partager en fait les enseignements qu'on voit au niveau de cette génération. Et le premier élément, c'est une recherche d'authenticité. Tu as un côté low-fi qu'on avait comme low fidélité dans les années 80-90 où tu avais, tu sais, dans la musique en fait ce côté nostalgie du vinyle. Et donc en fait sur Snap ce qu'on voit c'est l'utilisation notamment de lens avec le mot blur, donc flou à l'intérieur, qui a été fait 3,4 milliards de fois l'an dernier. Un peu Polaroid, hein, c'est un peu ça. Hein. Un peu Polaroid, un peu pas tout à fait parfaitement imparfait. Tu vois, c'est pas une dégradation, c'est une dégradation volontaire, mais pour retrouver en fait ce côté un peu rétro, un peu backstage. Et on a ce côté-là. Et en fait les gens sont sur Snap pour le côté présence et pas apparence. Et ça, c'est vachement important pour nous parce qu'on a longtemps parlé, on en parle encore de la récession de l'amitié en fait aux États-Unis. Et en fait, sur Snap, ce qu'on voit, c'est que les gens viennent pour se connecter. C'est une application de communication avec leurs amis, leur famille. Et ils ont échangé 880 milliards de messages au premier trimestre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la part de la voix, des échanges vocaux, en fait, augmente énormément. Donc, le fait de pouvoir échanger. Donc on a quasiment 28 millions de minutes par jour de messages vocaux. C'est quoi, c'est de la paresse, on ne veut plus écrire ou Ouais, c'est tu transmets pas les mêmes émotions. C'est plus authentique avec la voix, c'est ça. Ouais, ça va vite, tu transmets pas les mêmes émotions, tu as ce côté authenticité et tu le retrouves, en fait, c'est 30% d'augmentation cette partie-là. Donc les gens sont sur la plateforme, ils sont de plus en plus actifs, donc ça c'est important pour nous. Et puis le dernier élément, c'est qu'en fait tu vois que les créateurs utilisent la plateforme de la même manière, et donc pour nous et pour les marques c'est important, dans le sens où ils ont l'habitude d'utiliser Snap pour communiquer avec leurs amis, leurs familles, ils utilisent de la même manière pour pouvoir parler en fait de leur expérience à eux de créateurs, et finalement les marques bénéficient un peu de tous ces éléments au niveau valeur que tu vas avoir sur la plateforme sur laquelle tu communiques. Donc en fait ce que je retiens c'est vraiment l'authenticité dans la façon dont on utilise la plateforme et la façon dont on écrit, dont on crée en fait dessus. C'est ça que tu retiens en fait. Ouais, tout à fait. Authenticité, spontanéité et puis un niveau d'engagement qui est extrêmement élevé, hein, puisque en France on a 26 millions d'utilisateurs tous les mois, mais c'est quasiment 20 millions tous les jours. Donc c'est vraiment une plateforme qui est dans ton quotidien. Vous avez toujours été hyper innovant sur les formats publicitaires, d'ailleurs des fois copiés là-dessus. Souvent copiés chez Snap. Vous avez lancé les AI Lenses et Smart Campaign Solutions. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça apporte aux marques? Oui, bien sûr. À Cannes, on met l'accent sur notamment 3 innovations au niveau format. Le premier, c'est les sponsored Snap, donc la capacité d'être maintenant présent dans le chat. Et pour les marques, de pouvoir parler comme la communauté parle à ses amis et sa famille, ça c'est vachement important pour nous, parce qu'on leur offre ce côté justement, on vient d'en parler, mais authenticité, spontanéité. Les AI Lens, c'est dans toute la mouvance de l'IA. En fait, on a développé des outils d'IA qui nous aident à faire des créations en fait, visuelles extrêmement avancées avec un selfie. Donc tu te prends en selfie, mais avec ce selfie, on va pouvoir changer tes habits, ton environnement et te projeter dans un univers. Et donc ce qu'on offre aux marques, cette possibilité quand on va prendre un acteur du voyage et tu as envie de projeter les gens sur l'Asie, sur les aurores boréales ou sur un cocktail sur Cannes, on va pouvoir juste à la base d'un selfie comme ça changer totalement la totalité de ton look, mais c'est toujours toi et c'est toi qui y es et tu te projettes. Donc ça c'est une facilité pour les marques en fait d'arriver à engager la conversation avec la communauté. J'imagine que pour ceux par exemple qui vendent de la mode, que c'est assez génial, il suffit de se prendre en photo et de voir son outfit. Exactement, la mode, on a des clients maquillage, comme Uber Eats, maquillage aussi, tu vas avoir la partie McDo qui est vachement présente sur ces formats-là. Donc ça on commence vraiment à le développer.
Et puis l'IA est aussi présente dans la programmation des campagnes. On a développé des outils qui te permettent de programmer tes campagnes et forcément de les optimiser. Donc on a le smart bidding. Donc tu vas déterminer quel est ton objectif de campagne et Snap va automatiquement optimiser toute ta campagne, que ce soit sur tes créations publicitaires ou sur les emplacements et également sur les coûts d'achat pour pouvoir générer en fait un retour sur investissement qui est en adéquation avec ce que tu attends. C'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que les grandes plateformes, notamment vous, vous utilisez l'IA pour aller chercher les plus petits annonceurs, TPE, PME, c'est ça l'objectif aussi? Tu as toujours une volonté en fait de scale de toutes les plateformes et tu vois que c'est le secret finalement, c'est plus tu vas avoir de clients. On adresse nous aujourd'hui les très gros clients, mais on adresse énormément le mid et small business comme on dit. C'était 80% de clients en plus au premier trimestre sur Snap par rapport à l'année d'avant. Donc on a vraiment une accélération très forte et ces clients-là, ils cherchent de la performance. Et 75% de nos revenus sur le premier trimestre, ils viennent en fait du lower funnel, de cette partie performance qui fonctionne très très bien sur la plateforme. La brand safety, la transparence, c'est aussi essentiel avec ce foisonnement d'offres, avec beaucoup de fraude, etc. Comment vous travaillez là-dessus pour rassurer vos utilisateurs, c'est le grand débat, et rassurer aussi les annonceurs pour qu'ils soient dans un environnement qui soit le plus safe possible? Ouais, le premier sujet, c'est la sécurité de notre communauté, forcément, parce qu'on a cette responsabilité d'avoir énormément de jeunes sur la plateforme, et donc de pouvoir leur apporter une plateforme où on met en place en fait d'énormément d'outils sur la protection des mineurs. Deux, des plateformes qui sont là contre justement pour la santé mentale, pour ce côté Here for You. Here for You, c'est une plateforme où on travaille avec le 3114, la ligne anti-suicide, etc., pour mettre en relation les gens dans la détresse avec des conseillers. Et donc on a tout cet aspect vraiment éthique très fort. Pareil pour l'addiction avec Heads Up. Et ensuite sur la partie brand safety pour les clients, on a aujourd'hui, on travaille avec plus de 100 marques médias sur la plateforme qui sont présentes, qui créent du contenu. Ce que nous apporte, ça nous apporte du contenu journalistique de qualité, une absence de fake news, et on a été mesuré par IAS, Integral Ad Science, comme étant 99,9% brand safe. Donc il nous reste un 0,1% qui traîne quelque part qu'on va adresser. Mais voilà, on offre à nos marques en fait une plateforme qui est brand safe et qui est encore une fois sur l'authenticité, la spontanéité. Grégory, à Snapchat, c'est peut-être la tech, on va dire, la plateforme la plus créative à Cannes à chaque fois. Vous faites souvent des collaborations. Là, vous annoncez une collaboration artistique avec Jean-Michel Othoniel. Pourquoi finalement autant parler de création artistique alors que en fait, vous êtes une plateforme, en fait. Ouais, mais c'est important pour nous. Snap, ça s'ouvre sur un appareil photo. On a un fondateur qui volontairement, on ferait beaucoup plus de business sans ouvrir sur l'appareil photo, mais on veut que notre communauté, elle crée. On veut qu'il y ait cette création, que ce soit au cœur de la plateforme, qu'il y ait cet échange. Et par extension, en fait, on a des outils de réalité augmentée qui sont extrêmement puissants. On a ouvert en France, il y a 4 ans, un centre d'excellence sur la réalité augmentée qui s'appelle l'ER Studio, qui est à Paris. Et cet ER Studio a décidé, en fait, cette année, on va travailler ensemble sur une résidence d'artistes. Et donc on a eu Charles Pétillon pour l'inauguration de nos bureaux récemment, de nouveaux bureaux à Paris, qui a fait une œuvre magnifique qu'on a inaugurée avec notre président. Et on a aujourd'hui un partenariat avec Jean-Michel Othoniel à la Malmaison. Pardon ? Sur la Croisette. Sur la Croisette, exactement. Et qui met en avant en fait ses œuvres au travers en fait de lens de réalité augmentée où on va pouvoir soi-même recréer à sa façon une œuvre. On va pouvoir avoir cette fluidité et on va l'avoir aussi au travers de nos spectacles qui sont nos lunettes de réalité augmentée qu'on a annoncé être disponibles pour le public l'an prochain. Très bien, merci beaucoup Grégory. Snapchat très présent à Cannes cette année. Bon Cannes à toi et à très vite. Et tout de suite une nouvelle interview. Merci énormément. Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions. J'ai le plaisir de recevoir Paul Boulanger, CEO de Starcom, Spark et Publicis Media Content. Bonjour Paul. Bonjour François. Bienvenue à Cannes. D'abord, tu es arrivé il y a quelques heures ici sur la Croisette. Quel premier bilan tu peux faire de ce que tu as vu, des rendez-vous que tu as fait de cette édition 2025 des Cannes Lions, qui est quand même assez phénoménal, je crois. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, je vais être très corporate parce que je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses très qualitatives qui sortent de Publicis. Il y a même des soutenances pour aller jusqu'au Titanium. Donc voilà, c'est vraiment, c'est une bonne année. C'était aussi une excellente année l'année dernière.
avec Publicis Conseil qui était Agency of the Year. Donc difficile de rester au même niveau que l'année dernière, mais je pense qu'il y a un très très gros niveau. Et puis il y a aussi, on a Lidl Eyes de Marcel pour Lidl, qui est un super cas qui mêle justement l'intelligence artificielle avec une brand equity hyper forte. Donc ça, pareil, hein, je pense que c'est j'espère en tout cas que ça va être un grand succès ici, mais je crois en tout cas. Justement, elle a été étudiée par Kantar, cette campagne, qui démontre sans créativité, on perd 1 point de PIB. En tout cas, la créativité dans la publicité, c'est un truc que toi, en tant que patron de l'entité Brand Content de Publicis Média, c'est quelque chose que tu as remarqué, hein, moins de créativité égale moins de performance? Alors oui, c'est même théorisé, hein. Il y a un truc qui s'appelle The Cost of Being Dull, qui en fait théorise la corrélation entre le niveau de créativité et la dépense média, qui en gros, hein, pour faire court, signifie que meilleure la créativité est, moins on a besoin de dépenser en médias. Donc il y a vraiment un sujet théorisé, hein, qui démontre ça, et je pense que c'est un truc auquel les annonceurs, c'est le meilleur moyen de montrer que l'association entre créa et médias, c'est pas juste un truc d'agence, c'est un vrai sujet, et qui a évidemment, alors ça paraît évident comme ça, hein, avec un peu de bon sens, on aurait pu le deviner, mais le fait que ce soit théorisé, donc ça fait partie des choses qu'on raconte aussi à nos clients, c'est-à-dire que s'ils veulent faire des économies dans leurs investissements, peut-être qu'ils pourraient investir dans la création, et ça peut pas faire de mal dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que l'IA peut changer dans la création sans tuer le métier de créatif, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, c'est même plus le sujet, en fait? En fait, c'est déjà un sujet, hein, qui est pris au sein du groupe. Beaucoup d'éléments de post-production. Prodigious est hyper avancé sur ces sujets-là. Je pense que dans la post-production, ça va permettre d'accélérer aussi la manière de travailler, mais aussi le fait de se concentrer sur des tâches clés de la qualité de production. Je ne pense pas que ça va tuer le métier de la prod, mais il faut voir ça comme un outil de facilitation qui demande une maîtrise importante aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça des prompteurs maintenant. Ouais, on n'est pas, c'est pas un truc de pensée magique, hein, donc ça demande une expertise, ça demande une technicité. Le fantasme du kidam qui se met à faire de la production publicitaire, je veux dire, c'est à peu près aussi réaliste que se mettre à Photoshop en 2 jours, mais voilà, il y a une vraie expertise, et je pense que là-dessus, on est assez avancé. Tu étais venu l'année dernière au Cannes Lions à The Media Leader Café pour nous parler de la stratégie autour de l'influence chez Publicis, le lancement d'une offre qui s'appelle Axe. Depuis, vous avez accéléré, vous avez racheté une société qui s'appelle Captive Height, qui est spécialisée dans l'influence. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un axe important aujourd'hui dans votre stratégie chez Publicis de proposer des stratégies d'influence pour les marques? En fait, c'est dans le rachat de Captivate, ça va exactement dans la droite ligne de ce qu'on avait d'ailleurs annoncé ici, hein, l'année dernière. L'offre Axe qui avait été, comment dire, j'ai le mot anglais, packagé, mais le rachat d'Influential nous avait permis de lancer Axe. Le rachat de Captivate, ça va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discussion aujourd'hui avec les clients où il n'y a pas ce sujet de l'influence. Ce sujet de l'influence, il est, à mon avis, à 2 niveaux. Il y a un sujet d'intelligence et pas uniquement de captation d'une base d'abonnés d'un influenceur. Ça, je pense que cette époque-là, elle est clairement révolue, et c'est tant mieux. C'est quelque chose qu'on avait identifié au sein de PMC il y a 2 ou 3 ans, en nettoyant un peu notre manière de travailler sur ces sujets-là. Et en fait, ça met la priorité à la qualité de contenu et à l'identification par l'IA de la qualité de contenu, indépendamment du nombre d'abonnés de l'émetteur. Et donc ça, c'est un élément clé. C'est exactement comme ça que fonctionnent les algorithmes aujourd'hui. C'est dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est pas qu'on suive des gens qui ont beaucoup d'abonnés, c'est qu'on reste sur la plateforme parce qu'il y a des gens qui produisent du contenu de qualité. Du bon ciblage, la bonne audience. On en revient toujours à des basiques, hein, depuis la nuit des temps. C'est la qualité du contenu qui fait l'attractivité des consos et des usagers. Donc je pense qu'il y a eu toute une période un peu floue, un peu complexe, on va dire, qui est un peu une jungle de l'influence. Ça se nettoie, ça se normalise, et ensuite je pense que ces 2 rachats-là et le lancement de l'offre Axe, qui marche très bien, hein, depuis qu'on l'a lancé, montrent qu'en fait il y a des solutions intelligentes pour faire de l'influence basée sur une identification des contenus, et là, en ça, l'IA
et les outils de Captivate qu'on va bientôt implémenter en France et la puissance de feu d'Influential nous permet d'avoir une réponse au client qui est à la fois brand safe, et ça c'est hyper important, et ultra efficace et surtout mesurable. Et ça c'est un élément hyper clé, c'est mesurable et performant, et ça c'est un truc qu'on cherchait depuis 2 ou 3 ans, donc on est hyper content. En collaboration avec Énergie Globale et Collectif Jean-Paul, on interroge nos invités autour de l'audio. Aujourd'hui, Paul, en quoi l'audio est important dans l'impact des campagnes? Toi qui es patron de Publicis Media Content, qui fait beaucoup de brand content, en quoi l'audio aujourd'hui est un axe très important? Parce que pendant longtemps, il était un petit peu dénigré, en tout cas il était mis en queue de budget, etc. Et on a l'impression qu'il est revenu. Est-ce que tu peux nous en parler? La relance de l'audio, c'est souvent très basique. Plus les décideurs écoutent de podcasts, plus ils s'intéressent à l'audio. Donc en fait, ça part souvent d'un truc assez basique, mais c'est qu'est-ce que tu utilises, je te dirai ce qui t'intéresse. Donc oui, évidemment, il y a eu un renouveau de l'intérêt pour l'audio, parce qu'il y a désormais des capacités de ciblage, de contextualisation, et même de temps d'écoute et de qualité d'écoute sur des nouveaux programmes ou des programmes radio existants en podcast qui marchent très bien, ou même des acteurs de l'édition. Hein. Le Monde a des podcasts qui fonctionnent très bien, alors que c'est pas Europe 1, ça n'aurait échappé à personne. Et ça, je pense que ça recrée un intérêt puissant pour l'audio. J'ai l'impression que les annonceurs comprennent aussi qu'il y a une qualité dans l'intégration publicitaire couplée à du ciblage digital, que ce soit sur des plateformes ou sur des plateformes propriétaires de radio ou sur des plateformes connues, Spotify, Deezer, etc., qui fait qu'ils ont de nouveau un intérêt pour le sujet. Je pense qu'il y a quand même encore un step qu'il faut qu'on franchisse, c'est la qualité créative qu'on peut mettre dans l'audio. Je pense que pendant très longtemps, on a été bercé sur l'efficacité de la radio comme un média d'efficacité commerciale. Et puis le digital arrivant, en fait, il y a eu une baisse d'intérêt sur l'audio. Les annonceurs ont peut-être moins mis de moyens créatifs sur des spots audio intéressants, qualitatifs. C'est devenu un peu quelque chose d'un quasi mécanique. Donc il y a aussi un travail à faire collectif qui est chez nous, de sensibilisation au fait que bien sûr qu'il y a des capacités de ciblage nouveaux, bien sûr que contextuellement c'est hyper intéressant et hyper quali, mais il faut qu'on pousse, qu'on retrouve la qualité de création qu'on avait dans l'audio il n'y a pas si longtemps encore. Je pense que c'est un élément clé et c'est sûr que ça va être un levier de plus en plus en progression dans les 2 ou 3 années qui viennent. Merci beaucoup Paul, bon can à toi. Merci François. Et tout de suite une nouvelle interview. Et une nouvelle invitée ici depuis le M Gallery à l'occasion de Second Lions. J'ai le plaisir de recevoir Johanna Eran. Bonjour Johanna. Bonjour François. Tu es Senior Sales Director pour LinkedIn, la France, le Benelux et l'Italie. C'est bien ça. LinkedIn, cette année, très présent au Cannes Lions, notamment autour du Carlton. En quoi LinkedIn s'impose aujourd'hui comme une plateforme publicitaire à part entière, notamment dans cet univers B2B, dont on voit un vrai renouveau, on va dire. Oui. Absolument. Écoute, merci pour la question. Donc aujourd'hui, effectivement, peut-être pour remettre dans le contexte, LinkedIn, premier réseau professionnel mondial, 1,2 milliard de membres aujourd'hui et plus de 70 millions d'entreprises, d'associations, d'écoles qui sont présentes sur LinkedIn. Comme tu le disais, naturellement, on est un des plus gros acteurs de la publicité B2B. Plus de 5 milliards de chiffre d'affaires dans la publicité B2B, avec effectivement des annonceurs de tous les secteurs, mais notamment de la tech, donc du monde du SaaS, mais aussi des services financiers, de professional services, donc du conseil, qui sont présents sur LinkedIn. Notre spécificité en matière de B2B, justement, c'est de permettre un targeting très très fin pour toutes ces entreprises, pour engager avec les audiences des futurs prospects et des clients. Avec une vraie brand safety. Avec une vraie brand safety et avec des solutions publicitaires qui vont du branding jusqu'à la performance, donc un vrai full funnel. Aujourd'hui, donc on va aider les marques à créer justement, à renforcer leur marque, mais aussi à générer des leads. En me promenant sur la croisette, j'ai vu que cette année il y avait une nouveauté. Vous avez lancé le LinkedIn Studio. Aujourd'hui, vous mettez le poids du corps, comme on dit, sur la vidéo. Ouais. En quoi c'est important de faire de la vidéo sur LinkedIn? Je ne vais pas te dire le contraire, parce que cette vidéo, elle est publiée aussi sur LinkedIn. Absolument, absolument. Eh bien, écoute, déjà, la vidéo, donc c'est une tendance qu'on voit sur LinkedIn à travers nos membres. C'est le format qui a la plus forte croissance sur LinkedIn. 36% de croissance d'année en année. Et puis, c'est aussi le format le plus impactant en B2B. On a fait une étude. Aujourd'hui, le grand challenge, j'ai envie de dire, du B2B, c'est de capter l'attention.
91% en fait, des marketeurs B2B disent qu'ils ont encore du mal à capter l'attention de leur audience, mais 82% d'entre eux disent que la créativité est la solution. On est sur un marché aujourd'hui où 71% des décideurs B2B sont issus de la génération Z et des millennials, et on sait que le format qui cartonne aujourd'hui, qui est le format qui est consommé par ces audiences, c'est la vidéo. Donc nous, aujourd'hui, à Cannes, on est présent à la fois avec énormément de nouveautés sur la vidéo, je vais t'en citer quelques-unes, mais aussi c'est la 4e année consécutive qui a un prix B2B de la créativité, donc qui va être d'ailleurs décerné ce soir, qu'on a cofondé ici au Cannes Lions il y a 4 ans. Pour les formats vidéo aujourd'hui, ce qu'on annonce au Cannes Lions, on a donc des formats qu'on appelle First Impression Ads, qui permet d'être la première publicité verticale que quelqu'un voit quand il se connecte sur le feed LinkedIn. Et ça permet aux annonceurs de réserver une audience pour un jour sur un pays. Total Energy est la première grande entreprise française qui l'a utilisé ce 13 juin pour Vivatech. On a Reserved Ads, qui est aussi la capacité à capter justement l'attention avec la première publicité dans le feed. Donc on a par exemple des horlogers comme IWC du groupe Richemont qui l'a utilisé avec 57% de vidéo through rate. Donc c'est énorme comme performance par rapport au feed classique. On annonce des nouveautés sur la CTV. Donc avec le targeting LinkedIn, aujourd'hui, on peut acheter de la CTV aux États-Unis, au Canada, et on a enrichi notre offre avec Paramount. Et puis une autre nouveauté, ce qu'on appelle Brand Link, c'est la capacité à avoir des vidéos, des publicités en pré-roll de contenus éditoriaux. On a une trentaine de publishers aujourd'hui, comme The Wall Street Journal, Bloomberg, mais aussi Condé Nast, qui offrent cette possibilité sur LinkedIn. Donc, comme tu vois, beaucoup de nouveautés vidéo, très plébiscitées par à la fois le B2B, des marques françaises comme Pigment, mais aussi le luxe, Cartier, Prada, Hermès, etc. L'intelligence artificielle est également très importante. On sait que souvent, des fois, c'est pas forcément accessible à tous de pouvoir programmer des campagnes sur LinkedIn et même sur la plupart des plateformes. L'idée, c'est d'aller voir aussi des petits annonceurs. Oui. Aujourd'hui, comment vous faites progresser votre outil pour que ce soit plus facile quand on est annonceur de programmer une campagne sur LinkedIn? Alors aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Accelerate, qui est ouvert à tous nos annonceurs. Et en fait, pour expliquer, ça met peut-être de 15 heures de paramétrage de campagne pour les campagnes très compliquées multi-pays à 5 minutes. Il suffit de rentrer l'URL du produit ou du service qu'on veut mettre en avant. Notre outil Accelerate va créer une accroche, même un visuel, mais surtout le targeting. Et ça, tu as absolument raison, parce qu'aujourd'hui, la complexité... ce qui va driver de la performance, c'est un bon targeting. On voit en moyenne les campagnes qu'on fait avec notre outil IA Accelerate qui ont un coût par action de 52% inférieur aux autres campagnes. Donc vraiment quelque chose qui marche beaucoup pour la performance du targeting. Et puis il y a la mesure aussi. Qu'est-ce que vous proposez justement pour mesurer cette performance et surtout l'impact des campagnes ? Oui. Alors déjà, dans le B2B, petit mot d'introduction, aujourd'hui, c'est vrai que les cycles de vente sont longs, 9 mois, 12 mois, 18 mois, donc la mesure, c'est fondamental. Je dirais 3 choses. La première, évidemment, il y a beaucoup de campagnes de marques, donc on a ces Brand Lift Studies qui permettent de voir comment la notoriété des marques progresse. Et ces Brand Lift Studies, on peut les faire sur la CTV, on peut les faire avec tous nos formats. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le Conversion API, donc qui permet aujourd'hui, en se connectant aux données du client, évidemment de façon anonymisée, d'améliorer la conversion attribuée d'environ 30% et d'améliorer aussi le coût par lead d'environ 40%. Donc c'est vraiment des super outils qu'il faut aujourd'hui installer, des connecteurs pour LinkedIn. Et enfin, ce qu'on appelle le Revenue Attribution Report, qui permet de voir à nos clients comment la publicité, les campagnes médias faites sur LinkedIn ont influencé la pipeline et le chiffre d'affaires généré. Très bien, merci beaucoup Johanna. Je te souhaite un bon Cannes. Absolument, toi aussi, merci. Et tout de suite, un nouvel invité. Allez, nos invités, 2 invités pour cette séquence que j'ai le plaisir de recevoir ici depuis le même Galerie pour ces Cannes Lions 2025. En provenance de Reworld Media, Élodie Bretonneau-Fontaine, directrice générale de Reworld Media Connect, la régie publicitaire de Reworld Media. Bonjour Élodie, bienvenue. Bonjour François, merci. Et Jérémy Parola, Chief Digital Officer chez Reworld Media, bienvenue. Salut. Merci, vous êtes venu à Cannes évidemment pour discuter avec l'écosystème. Aujourd'hui, peut-être un mot de la stratégie éditoriale du groupe Reworld Media. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque aujourd'hui on est dans un marché d'ultra-segmentation des audiences. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous avez fait le pari sur des marques très différentes, ayant une vraie affinité avec ces audiences. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors ça, c'est vraiment le pari initial de Reborn Media. Hein. C'est vraiment d'être dans la thématisation des audiences avec des marques fortes. Donc, on a un peu plus de 80 marques aujourd'hui dans le groupe. Et au niveau de la stratégie éditoriale du groupe, on a de la chance. On est dans une ère où en fait le contenu redevient hype. C'est quand même sympa hein, quand on est producteur de contenu, la créativité, le contenu, etc. À l'heure de l'IA, on a l'impression que la médiocrité peut s'effacer quand même pas mal avec les outils. Donc on est vraiment dans une ère de remontée en puissance du contenu. Les réseaux sociaux y ont fait énormément. Et donc vraiment la stratégie éditoriale du groupe, si on doit la résumer en une phrase, c'est du social, du social, du social. C'est vraiment le maître mot de ces dernières années et encore plus en 2025. Et c'est d'aller chercher des formats originaux pour que le contenu soit valorisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire du contenu créatif qui touche ses audiences. Vous avez lancé, je crois que vous avez été le premier publisher à lancer le social publishing, notamment en collaboration avec Publicis. Ça a été généralisé. Elodie, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ce social publishing. L'idée, on le rappelle, c'est d'utiliser vos audiences énormes sur les réseaux sociaux, tu vas nous donner les chiffres, pour proposer aux marques de prendre la parole dans le cadre de différents comptes sociaux. Est-ce que j'ai bien résumé ce que c'est ? Presque. 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 Tu vas préciser. Je vais préciser, exactement. En fait, Jérémy le disait, on a mis le poids du corps sur le social depuis plusieurs années maintenant. Donc on sait qu'il y a un transfert des usages qui se fait. Donc c'était vraiment important pour nous d'y être au niveau éditorial. Donc en fait, on y est. On a 80 millions de fans sur l'ensemble des plateformes, sur nos réseaux sociaux. Donc le sujet, c'était de se dire, dès lors qu'on est puissant, qu'on sait engager les audiences sur nos contenus éditoriaux, comment finalement la puissance de nos marques médias, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, le groupe, on a investi sur des marques médias en rachetant. Aujourd'hui, on en a 80. On les rappelle, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Autoplus, Psychologie, Fresh, Grazia, il y en a pour Biba, tous les goûts. Il y en a, voilà. Donc c'est vrai qu'on a Icon 11 univers. récemment. Icon qu'on a lancé aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on continue aussi de lancer des titres. En tout cas, là, c'est en France suite à un rachat à l'international. Bon, donc l'idée, c'est de se dire qu'on voit très bien que ces marques, elles ont une très forte notoriété et qu'elles arrivent à avoir du reach organique très significatif. Donc notre sujet, on tournait autour du pot, c'est vrai, avec Jérémy, on discute avec pas mal d'agences, et puis, donc ça c'était il y a 18 mois, on discute avec Publicis, et donc on se dit, voilà, on trouve le modèle de se dire, en fait, la caution de la marque média sur une campagne sociale paid va apporter une amélioration de la performance des campagnes. Donc on était sûr de ça, on a un peu lancé une pièce en l'air parce qu'on ne savait pas tellement comment ça allait retomber, même si on était convaincus. Et force est de constater, donc maintenant on a en effet un an de recul. Puisque vous l'aviez lancé, je me souviens, avec Autoplus. Autoplus et Peugeot, tout à fait. Donc c'était au mois de mai l'année dernière, donc ça y est, on a un an de recul. Un an après, on a fait tourner à peu près 300 campagnes. Et en fait, la réalité, alors... donc je vais réexpliquer le modèle après, mais le retour qu'on a, c'est que dans, je dirais, 90%, 95% des cas, on a une amélioration extrêmement significative de tous les KPI, qu'ils soient qualitatifs, comme un taux de visibilité, le fameux VTR 3 secondes sur les réseaux sociaux, ou quantitatifs, si on descend vraiment plus sur du bas de funnel. Donc, quel est le modèle ? Le modèle, c'est les agences médias ou certains annonceurs en direct qui achètent. On va leur mettre à disposition des marques médias sous condition d'affinité, bien évidemment. Donc, on valide toujours la présence de la marque média avec l'annonceur. Donc, Autoplus a accepté finalement d'aller avec Peugeot. Exactement. Donc, en fait, on va dire. Exactement, naturellement. Donc, on valide toujours la présence de l'annonceur avec la marque et ensuite, on donne accès. Donc, on rentre dans un modèle de self-service finalement pour les agences et c'était ça qui était important pour nous de craquer. C'était comment aller chercher, capter une partie du budget social paid. Donc, il fallait rentrer dans le modèle d'opérabilité des agences sur le social paid et c'est du self-service. Voilà. Donc les agences gèrent directement le compte d'Autoplus, Doctissimo, Marmiton. Non, ils ne gèrent pas nos comptes, ils ont accès à nos marques médias qu'on met dans leur business manager, soit de l'annonceur, soit de l'agence. D'accord. Donc ils ont possibilité d'acheter finalement du paid sur sous la marque média. Exactement. Et ça, c'est vraiment nouveau, on va dire. Voilà, ça a un an et c'est vraiment nous qui avons innové là-dessus. Et dedans, on a aussi notre data. C'est-à-dire que toute la data qu'on collecte au sein de notre DMP, donc c'est 1200 segments, c'est 40 millions d'ID, on a la data la plus volumique et la plus granulaire du marché. On la met aussi à disposition dans le Business Manager. Et ça, c'est de la data qu'on ne retrouve pas sur Meta, qu'on ne retrouve pas dans les autres plateformes. Donc en plus, on apporte une data additionnelle. Il y a une mieux-disance, on va dire. On voit que la créativité, c'est vraiment un levier différenciant pour les annonceurs. Hier, il y a une étude Kantar qui montrait que moins de créativité, c'est un point de PIB en moins. C'est une étude un peu choc révélée par Kantar avec la CC.
Aujourd'hui, vous mettez le poids du corps sur cette créativité sur les réseaux sociaux, notamment la vidéo, je crois, où c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Je ne sais pas qui veut répondre, Jérémy. C'est moi qui fais les recrutements, c'est moi qui réponds. Donc pour être créatif, il faut qu'il y ait des équipes. Donc effectivement, la première étape du poids du corps, ça a été de recruter des équipes. On a recruté 120 personnes dans les équipes sociales au cours des 18 derniers mois. C'est énorme, c'est la première fois qu'on faisait ça à l'intérieur du groupe de manière à créer une cellule sociale de A à Z. C'est des investissements aussi puisqu'on a fait 1200 mètres carrés de studio au sein de nos bureaux chez Reward Media et c'est des nouveaux métiers qu'on connaissait dans les agences, mais qu'on connaissait pas forcément dans les univers de médias, des métiers de copywriter, des métiers de DA, des métiers qui vont chercher de la créativité, puisque le but du jeu, on en parlait tout à l'heure, c'est d'essayer de faire les contenus les plus impactants possibles. Donc, c'est de l'investissement dans les people, sur du volume, de l'investissement sur des nouveaux métiers qu'on connaît pas, et derrière, c'est aussi de l'investissement dans des talents et des incarnations. Et ça, c'est aussi la nouveauté. On parle beaucoup d'influence quand on parle des réseaux sociaux, et on pense tous que les médias ont des choses à apporter en plus que le marché de l'influence, mais le fait de travailler avec des incarnants, de travailler avec des personnes qui ont les codes de cette créativité, ça nous a permis de gagner énormément de temps et ça fait partie des enjeux qui sont absolument prioritaires chez Reworld depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. C'est quoi les objectifs, Elodie, pour 2025 on sait, vous avez repris beaucoup de marques, 80 marques vous avez. Maintenant, c'est les partenariats aussi qui sont importants. Des nouvelles plateformes, des nouveaux partenariats médias. J'imagine qu'à Cannes, vous faites quelques rendez-vous, non ? Alors oui, en effet, on est là pour voir pas mal de monde parce que voilà, c'est à cette période de l'année, en tout cas, c'est ici que ça se passe. En fait, nos objectifs, ils sont vraiment de monter encore plus fort sur la monétisation de nos réseaux sociaux. Donc ça passe par le social publisher, comme je te le disais, parce que aujourd'hui, le gros des spends en social, c'est ça. Ça passe par le brand content. Et Jérémy en parlait, on parle de l'influence. En fait, aujourd'hui, on est de plus en plus considéré dans des budgets d'influence parce qu'en fait, un média, finalement, c'est le premier influenceur, historiquement parlant. Si on reprend l'origine, notamment des journalistes, c'est les premiers influenceurs. Donc, à travers des programmes forts créatifs, en fait, de pouvoir infiltrer des marques. Alors toujours avec toute la réglementation, le respect de la réglementation et de l'affichage publicitaire qui va bien. Donc ça, c'est un autre levier. Et encore une fois, parce qu'en plus, nos marques médias apportent une caution additionnelle. On a aussi des incarnants qui vont aussi apporter des cautions. On parle par exemple, sur Doctissimo, on a la chance d'avoir un Gérald Kerziek par exemple, donc, qui est extrêmement impliqué à la fois dans la ligne éditoriale et quand parfois il y a des opérations de brand content, il a son regard d'expert de médecin déjà. Donc le social, c'est vraiment un énorme poids du corps. Donc nous, on a trois gros pieds, c'est le social, le web et le print. Donc le print, on est dans un marché qui est en légère décroissance, donc voilà, qu'on accompagne. Maintenant, on fait des lancements nouveaux. Icon, par exemple. Icon et Grazia aussi, qu'on a relancé en print cette année, là, au mois de mars. On a leur prochain bien. Numéro. Ouais, les retours ont été extrêmement positifs. Et ça a vraiment un effet de halo sur l'ensemble de la marque, justement, sur le social aussi. Donc le print qui est la deuxième jambe et le web, où en ce moment, il se passe un peu des mutations de l'open web, donc sur lesquelles on travaille beaucoup avec Jérémy. On essaie de travailler avec des nouvelles ad tech aussi, donc c'est l'occasion aussi d'en rencontrer en effet ici. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être très solide, de couvrir l'ensemble des cibles que peuvent chercher les annonceurs, et donc ça nous donne une position d'un certain leadership, on va dire, sur beaucoup d'univers. Merci beaucoup à vous deux, bon Cannes, et puis très bel été, et puis on reparlera avec vous dans les prochaines semaines évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous.